Avant de commencer, je voulais vous parler brièvement de mon nouveau podcast « On en reparle ». Ce podcast prend le temps de revenir sur des événements marquants après que l'agitation médiatique se soit estompée. Dans chaque épisode, je reviens sur un fait d'actualité passé avec comme invité l'une des parties prenantes. Si vous aimez le décryptage et les analyses, « On en reparle » est fait pour vous. Pour le lancement, on reparle du Vendée Globe avec Violette d'Orange, à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. Là, leur force, c'est de faire des micro-lots sur 10 000 nouvelles références. Donc, c'est tous les jours, je fais 10 000 nouvelles références et 10 000 micro-lots. Et ça permet, grâce à ça, de pouvoir se dire, j'ai pris 1 million de nouvelles références tous les jours, 10 000 fois 100. Et de ça, je vais me dire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Cette chemise n'a pas trop marché, j'en ai vendu par exemple que 20 sur les 100 que j'avais produits, je vais devoir me débarrasser que des 80. Par contre, ça a très bien marché. Donc je me dis, je vais plus en fabriquer 100, je vais en fabriquer 500, 5000 ou 100 000. Et grâce à ça, ils testent tous les jours tous les produits qui marchent et qui marchent pas. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Ces derniers mois, une expression s'est imposée dans le débat public, l'ultra fast fashion. On n'en parle plus seulement de renouvellement accéléré des collections, comme l'ont fait pendant des années les Zara, H&M ou Primark, mais d'un modèle industriel totalement réinventé, où des marques comme Shein ou Temu inondent littéralement le marché, avec des milliers de produits chaque jour à des prix défiant toute concurrence et souvent défiant toute logique économique, sociale ou environnementale. Ce modèle fondé sur l'hypervolume, la data, l'IA, la production à la demande et l'optimisation fiscale remet en cause jusqu'aux fondamentaux, même de l'industrie de la mode. Il menace la création française, déstabilise toutes les marques, détruit des emplois et encourage une surconsommation massive. Face à cela, la France a décidé de réagir. Une loi dite anti-fast fashion vient d'être adoptée au Sénat avec pour objectif d'encadrer ce modèle prédateur, taxation, interdiction de la publicité, étiquetage environnemental. Le texte suscite l'adhésion, mais aussi de fortes réticences, notamment de la part des acteurs visés et de leurs relais d'influence. Pour décrypter ce phénomène et comprendre ce que cette loi change ou ne change pas, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yann Rivoilan. Yann est président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Il connaît parfaitement les réalités économiques des marques françaises pour les avoir accompagnées pendant des années sur leurs enjeux digitaux et e-commerce. Mais depuis quelque temps, il est aussi devenu l'un des visages les plus engagés contre l'ultra-fast fashion par ses prises de parole publiques, ses confrontations directes avec les représentants du lobbying pro-Chine ou encore sa volonté d'élever le débat au niveau européen. Yann s'est imposé comme une voix singulière, à la fois entrepreneuriale, politique et militante. Avec lui, nous allons explorer les ressorts de ce nouveau modèle, les conséquences pour le marché français, les limites de l'arsenal réglementaire actuel,
le poids du lobbying, mais aussi les pistes d'un avenir plus responsable. Pour la mode, un échange sans concession, à la hauteur des enjeux. Mais avant de commencer, Yann, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Yann Riwalan, j'ai 52 ans bientôt, je suis papa de 2 enfants et j'ai la chance en fait d'avoir aussi une grande histoire pour tout vous dire. En fait, je vis avec quelqu'un qui est aussi clairement dans la cause à la fois écologique et entrepreneuriale. Donc j'ai le plaisir de vivre au quotidien tout ce qu'on peut avoir dans toutes les exigences que notre société impose désormais dans la transformation qui nous est imposée par le dérèglement climatique. Je veux dire que ça vient apporter une lumière plus forte sur ces enjeux qui étaient déjà présents chez toi. C'est-à-dire, je crois que j'ai toujours eu un engagement social et politique qui était présent, où dans ma tendre jeunesse, à 10-12 ans, j'étais déjà intéressé par la politique. Je n'ai jamais voulu rentrer dans un monde politique. J'ai jamais souhaité. On m'a proposé à un moment, par exemple, de devenir député en 2017. J'ai refusé ce type de proposition parce que la fonction entrepreneuriale et professionnelle m'intéressait beaucoup et je ne voulais pas devenir un animal politique et ne faire que 100% de mon temps cette fonction. Mais l'engagement sociétal et l'engagement environnemental a toujours été le mien. Et je suis très heureux désormais de pouvoir le vivre à la fois au quotidien avec la Fédération du prêt-à-porter féminin, mais aussi dans ma vie privée, parce que dans toutes les conversations que je peux avoir justement avec mon amoureuse, ça nous permet de travailler ces sujets et d'avoir parfois des points d'accord ou de désaccord, et donc de réflexion intérieure que je peux effectuer, voire même de réflexion extérieure en fonction justement des discussions qu'on peut avoir tous les deux. Dans ma présentation, dans ma carrière, il y a plusieurs piliers. Il y a un pilier qui est un travail artistique, parce que dans toute ma carrière, j'ai pu avoir un lien très fort avec l'industrie créative. J'ai commencé... T'as fait quoi comme étude en 2 mots ? Alors, j'ai fait de l'éco. Donc là, c'était plutôt une dimension, on va dire, mathématique et entrepreneuriale, parce que j'avais fait des études de sciences éco, et après, j'étais à l'ESCP. Donc, j'ai combiné la capacité de pouvoir travailler des sujets macroéconomiques, microéconomiques, et après, avec le SCP, d'avoir une vision beaucoup plus business. Donc, j'ai toujours eu cette vision très entrepreneuriale qui m'a toujours animé. À 14, 15, 16 ans, je voulais déjà devenir entrepreneur, alors qu'en soi, je suis un fils de prof. Et donc, j'ai vécu avec des fonctionnaires qui avaient une vie palpitante intellectuellement, mais qui n'étaient jamais dans ce business au quotidien. De l'autre côté, j'ai eu toujours une partie créative parce que j'ai fait de la peinture très jeune, à partir de mes 6-7 ans. J'ai découvert la photo à partir de mes 14 ans et mon premier métier était d'être photographe et de développer une agence de photographes, c'est-à-dire en 91-93. Société que j'ai revendue en 2002 parce que photographe spécialisé dans quelque chose. Au début, justement spécialisé dans les photos de mariage, qui étaient kitschissimes à l'époque. Et comme j'avais appris la photo à travers le terrain et en particulier la plage, parce que je faisais des photos sur la plage au tout début. J'allais faire des photos des enfants, par exemple, sur la plage. Ça m'avait appris à avoir une autre façon de faire la photo et d'avoir une vision de la scalabilité. C'est-à-dire de comment, en faisant une infinité de photos, à l'époque où c'était des négatifs, on pouvait en fin de compte avoir des très belles photos au bout d'un moment. Et cette vision, je l'avais redéveloppée aussi au niveau du mariage. Résultat, on travaillait avec une quinzaine de photographes tous les ans et on faisait à peu près 350 mariages par an dans ma petite agence, alors que classiquement, une agence n'en faisait que 20-25 à peu près. Donc, j'avais appris à scaler grâce à un autre pilier justement de toute ma carrière qui a été la digitalisation, où j'ai eu la chance aussi d'avoir un ordinateur en 83 à peu près. Donc j'étais en soi quasiment digital native. Et cet ordinateur m'a appris comment le digital pouvait changer le monde, pouvait après par la suite avec Internet et surtout les logiciels permettre de gérer une boîte non pas justement avec 20-25 mariages, mais plutôt 350, parce que le logiciel que j'avais développé à l'époque me permettait de gérer ce volume. C'était quoi les enjeux de volume qu'il y avait ? Parce qu'on imagine qu'avec l'argentique, ça porte sur les développements, justement. Et là, c'est difficilement digitalisable. C'était impossible à digitaliser. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai vendu ma société à ce moment-là. On est rentré dans la digitalisation parce qu'on digitalisait justement, on scannait chacun des négatifs au bout d'un moment, à partir des années 99-2000. Mais le point de rupture était plutôt quand on a 20 mariages et qu'on doit développer
50 photos de chacun des mariages et qu'on a fait 3, 4, 5 pellicules, on a une vision très humaine. Quand à chacun des mariages, comme on faisait 30 à 50 pellicules et qu'on en faisait 300 mariages par an, potentiellement, c'était donc des milliers de pellicules à développer, des milliers de pellicules à gérer, des milliers de commandes à effectuer, des milliers de factures à mettre en place, des centaines de clients à gérer. Et ce volume en centaines et en milliers, obligé d'avoir un logiciel pour pouvoir gérer toutes les factures, tous les tirages, la gestion des équipes et la gestion du tirage. Or, personne ne l'avait mis en place, le logiciel n'existait pas. Et de ce fait, grâce à ce logiciel, on a pu gérer le volume, à la fois avec une qualité opérationnelle en termes artistiques et une qualité opérationnelle en termes d'organisation. Et c'est ce point entre les deux qui m'a permis justement d'avoir une société qui s'était très bien développée, avec un bug, le bug de la digitalisation et du développement du piratage à travers Napster, où comme avec Napster, j'ai vu qu'on pouvait télécharger n'importe quelle musique ou film, j'ai eu la logique simple qui est on allait faire la même chose aussi sur nos photos. Le faisant sur nos photos, mon business qui était de vendre des photos était mort et donc il fallait transformer mon business. Et la transformation de ce business, je l'ai proposé à mes associés qui m'ont dit ça sert à rien parce que notre business fonctionne très bien donc ça ne sert à rien de se digitaliser à ce niveau extrême. Et de ce fait, j'ai compris que la digitalisation était un vrai métier et de ce fait, j'ai vendu ma boîte pour partir sur d'autres horizons. T'as fait quoi après ça? Alors après, je suis devenu chasseur de tête dans la mode. Rien à voir. C'est hyper hétéroclite ton parcours. Oui et non. En fait, c'est un grand rapport parce que quand je faisais des photos sur la plage, il y avait une dimension commerciale qui était très importante. Être chasseur de tête, il y a une dimension commerciale qui est très importante. Bien sûr. Donc j'ai ce point de développement de business. La photo est une entité artistique, la mode est une entité artistique. Donc j'avais les piliers humains et intellectuels pour pouvoir faire un switch entre les deux. Donc je suis passé de l'un à l'autre. Voilà. Est-ce que c'était simple les premiers jours et les premières semaines? Pas nécessairement, mais je crois avoir cette capacité d'apprentissage pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et c'est dans ce métier de chasseur de tête que j'ai adoré, que j'ai découvert LinkedIn à ce moment-là, puis Facebook, et voyant le développement de ces plateformes C2C, je me suis dit, le recrutement aussi va devoir se transformer. Et je me suis dit, soit tu transformes le recrutement, soit tu pars encore sur un autre métier et fais du hasard. Je rencontre le directeur international de la société Darrell à ce moment-là, qui en 2006-2007 me dit, on veut aller sur Internet, on ne sait pas comment faire, on veut aller en Chine, on va faire une franchise en Chine. C'est-à-dire, c'est un territoire inconnu, on ne sait pas le gérer. Comme on ne sait pas le gérer, on a besoin de quelqu'un qui sait gérer ce métier. Et dans ma tête, j'ai fait ce rapprochement qui est Internet, territoire inconnu, nouveau métier. Il suffit de développer une société qui gère tous les nouveaux métiers sur Internet sous forme de franchise. Je propose cette idée à quelqu'un qui était en train de développer une nouvelle structure. Il me dit, c'est super. Il prend l'idée. J'ai la chance de rentrer dans sa start-up. Donc, je change, là encore, complètement de métier. Je rentre dans cette boîte et eux, au bout de quelques mois, ils se disent non, en fait, ça sera jamais rentable, on va abandonner. Et j'ai la chance d'avoir 2 amis extraordinaires au sein de cette structure qui, eux, sont aussi les premiers salariés de cette boîte. Un qui est un expert des finances et l'autre qui est une expert d'Internet et moi-même étant un expert des marques. Et tous les trois, on se dit, on n'a qu'à se mettre ensemble et ce qui a été abandonné, on va essayer de le faire de notre côté. On avait chacun 30 000 €. On met, en fait, avec cette petite somme, on crée la boîte. Ça, on est en quelle année, là? Là, on est en 2008. Et ça permet de sortir, donc, au moment de Lehman Brothers qui tombe. Et ça nous permet à ce moment-là de développer une société qui s'appelle The Other Store, qui était un système de franchise et de commission à affiliation pour toutes les marques, où j'allais voir Darrell, Naf, Deptio, Bourgeois, La Fée Marabouté. Et je leur disais, vous n'êtes pas sur Internet pour l'instant. Et on va vous permettre de gérer le site, la logistique, le service client, la publicité, les photos. Et grâce à ça, j'ai eu ma vraie première expérience dans la mode, parce que au-delà du réseau que j'avais développé dans le recrutement, là, je rentrais dans l'opérationnel, dans la qualité d'exécution. Donc, ça reprenait tout ce que j'avais pu apprendre à l'ESCP en lead management. Mais en plus, je développais toute la partie artistique qui m'a toujours touché et la partie de développement commercial que j'avais aussi dès mes jeunes années. Et donc, grâce à The Other Store, j'ai eu une découverte à la fois de la vision que j'essayais continuellement d'avoir dans tous mes métiers, qu'est-ce qui va se passer d'ici 3, 4, 5 ans, la dimension artistique et la dimension purement business, entrepreneuriale.
Ok, et ça, tu le fais pendant combien de temps, The Other Store? C'est une histoire qui dure... c'est un nom pour tous ceux qui sont dans l'écosystème depuis quelques années, qui évidemment, comme on dit en anglais, ring a bell. Évidemment, ça a eu une certaine notoriété. Combien de temps tu restes là-dedans? On a monté la boîte tous les 3 en 2008. Je l'ai quitté en 2021-2022. C'est récent, en fait. Ouais, parce que c'est une très belle expérience en plus qui est passée par plein de vies, parce qu'il y a eu la vie du développement Internet, après du développement omnicanal, après du développement marketplace, après de la concurrence de nouveaux logiciels comme Salesforce Commerce ou encore Shopify, de changements d'écosystème et d'organisation en interne. Donc j'ai connu 1000 vies avec The Other Store et clairement on s'est pas ennuyé. Et entre les pseudo burn-out en fait que j'ai pu faire d'un côté et tous les changements managériaux de l'autre et les transformations de métier, ça a été une expérience passionnante qui restera une des plus grandes expériences de ma vie. Et ça m'a permis, en plus, de voir comment d'autres métiers étaient en train de se transformer. J'ai parlé du C2C avec Napster, mais j'ai vu aussi comment des logiciels, par exemple comme Shopify, allaient clairement changer toute la configuration qu'on pouvait avoir en e-commerce et comment les agences telles qu'on les avait imaginées en 2008 allaient de toute façon devoir se transformer dans les années qui suivaient. D'où la vente de la boîte, parce que dans la transformation de la société, j'ai une vision en partie sur l'intelligence artificielle, sur les influenceurs, sur la blockchain, en fait, sur plein de métiers. Je sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais je comprends que dans ma boîte, en fait, j'arriverai pas à le faire. Et donc, je préfère quitter la boîte et relancer un nouveau business à ce moment-là pour pouvoir me développer. C'est quoi le business que tu relances? À ce moment-là, je veux développer une usine à un influenceur de banlieue. C'est-à-dire, je pars du principe il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des petites communautés entre 100 et 200 000 personnes. 2, en banlieue, il y a une vraie belle énergie, mais qui souvent n'est pas vue par le marché, où Nike et Adidas, évidemment, ou Lacoste s'en occupent très bien, mais beaucoup de marques, en fait, ne veulent pas y aller, parce que juste, il n'y a pas la proximité, il n'y a pas le terrain, en fait, et l'habitude, en fait, pour pouvoir le faire. Et je crois que j'ai une forme de sensibilité sur ce sujet parce que mes grands-parents ont vécu à Suresnes, qui à l'époque n'était pas une banlieue aussi en fait bourgeoise que maintenant, mais mes autres grands-parents vivaient à Garges-les-Gonesse, qui elle malheureusement c'est clairement appauvrie depuis toutes ces années. Et donc j'avais cette sensibilité de banlieue en me disant mais en fait il y a aussi des choses à faire clairement avec toutes les personnes qui y vivent. Et de ça, je me dis on va développer une marque Tupperware entre guillemets, c'est-à-dire on va trouver 300 influenceurs des banlieues, on va leur permettre de développer leur propre marque. Ça va être des petites marques qui vont faire entre 100 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais 100 000 euros fois 300, à la fin, ça fait une belle société qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je me dis, c'est des 300 personnes à manager, ça je sais faire avec The Other Store. C'est 300 petites marques à développer, c'est beaucoup plus simple qu'une grosse marque qui a une perspective beaucoup plus complexe sur le marché. Donc ça se tente. Je lance ceci, je signe très vite 5 contrats avec des influenceurs qui sont des animaux très agiles en fait et très réactifs. Et immédiatement, ils me disent non, en fait, on peut pas développer les marques que nous suggèrent de développer à cause de un ennemi qui est Chine. Et grâce à eux, en 2021-2022, je vois que Chine est en train de prendre le marché des banlieues, prendre le marché des jeunes et de se développer à la vitesse grand V. Ce que je n'avais clairement pas vraiment identifié à ce niveau-là avant. Et comme le Covid a transformé la fédération du prêt-à-porter féminin, que son ancien président a fait un remarquable travail pendant 6 ans, mais qui ne peut se représenter parce qu'on ne peut ne faire que de mandats qui font 3 ans. De ce fait, on cherche un nouveau président et je deviens naturellement celui-ci. J'étais administrateur de la fédération, j'étais expert de la digitalisation. La Fédé avait besoin à la fois d'aller plus loin dans l'innovation et d'avoir besoin d'un nouveau président qui avait aussi eu des fonctions de managériales importantes. Donc j'étais la bonne personne au bon moment. Et quand je suis élu à la tête de la Fédé, c'est à ce moment-là que je mets en place justement le combat contre Chine à partir de 2022. On va y revenir et avant qu'on y revienne, j'aimerais que tu nous parles d'un sujet qui est lié finalement à tout ton parcours, parce que tu aurais jamais pu le mettre en œuvre sans passer les étapes du parcours professionnel que tu viens de nous décrire. C'est celui du livre que tu as rédigé, Le hamster dans la roue. Alors, c'est sortez la roue du hamster. Sortez de la roue du hamster. Mais à la fin, entre ton titre et le mien, en fait, la fonction est la même. Oui, c'est ça. Tout le monde voit l'image. Comment on le fait? On fait en sorte de sortir ce hamster de la roue. Mais avant ça, c'est quoi la roue? La roue est l'enfermement cognitif dans lequel tous les outils digitaux nous ont mis.
grâce aux outils digitaux, on a une accélération du monde et une capacité à pouvoir agir hors du temps et hors du territoire. Puisque quand j'envoie un mail, il va être lu n'importe quand et tout peut être travaillé justement à n'importe quelle distance. Ça a l'air simple comme ça, et en fait, ça a changé considérablement notre façon de travailler, notre façon de vivre au quotidien. Or, l'animal que nous sommes, en fin de compte, il garde à peu près les mêmes habitudes au quotidien. 24 heures, c'est toujours 24 heures. On a toujours 3 repas par jour, et ainsi de suite. Et c'est nous qui nous sommes habitués à ces nouveaux outils, croyant en fait que tout allait pouvoir être en fait dans le même cadre que celui qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Or, tous ces outils, au fur et à mesure, ont changé notre quotidien. Et donc, de ce fait, j'ai connu la chose et la roue du hamster de façon encore plus puissante parce que la chance d'avoir à la fois une start-up me met naturellement dans des crises de croissance. Ces crises de croissance me mettent aussi en termes de santé au bout du bout de ce que je peux être et pourtant j'ai une grande énergie. Et je vois de l'autre côté tous les dirigeants de marque et tous les dirigeants d'entreprise qui sont aussi essorés par le quotidien et l'accélération du temps qui correspondent. Et de ces réflexions, je vois ce que j'ai pu mettre en place chez The Other Store pour que mes collaborateurs n'aient pas des burn-out les uns après les autres. Parce que malheureusement, j'ai eu à 2-3 occasions et c'était une vraie souffrance de mon côté de voir malheureusement en fait comment des personnes en fait étaient justement au bord du drame. Et de l'autre, je me dis que j'aurais pu aussi y passer et donc je devais avoir cette mission d'accompagner tout le monde à pouvoir mieux travailler. Et le constat est très simple, c'est que pour pouvoir avoir une capacité à pouvoir être heureux au quotidien et avoir une bonne efficacité professionnelle, il y a 3 choses à faire. La première, c'est comme dans l'avion, quand il y a un souci, en fait, on est le premier à porter un masque à oxygène pour pouvoir aller. Donc le dirigeant, le manager, dans un premier temps, il n'a qu'un seul objectif, c'est s'occuper bien de lui. Donc de faire du sport, pour retrouver justement l'énergie et la force au quotidien et d'être bien dans son corps. 2, d'apprendre à dire non. Et 3, d'apprendre à prioriser. Le souci du manager, c'est qu'il va avoir des collaborateurs, des clients, des fournisseurs qui tous les jours vont bouleverser son quotidien et ses différentes hiérarchies de missions qu'il doit devoir effectuer. Donc il y a une compréhension de comment est-ce que j'arrive, dans le temps qui est le nôtre, à faire bien les missions justement qui sont aussi celles du dirigeant et du manager. Le deuxième point, c'est que tous les outils digitaux, entre les notifications, les biais cognitifs, la capacité à nous amener en fait dans des flows type les réseaux sociaux, nous font perdre un temps infini et nous détruisent mentalement. Or, on doit y être parce que ne serait-ce que ce podcast, il sera connu aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on arrive à bien gérer ces outils d'un côté et comment est-ce que de l'autre côté, on évite d'être détruit? Il y a des outils très simples, comme par exemple les mails, qu'il faut par exemple, pour moi, dans chacune des entreprises, totalement détruire parce que dans une boîte, on n'a aucune raison de s'envoyer des mails. Si on a un message à donner, soit on va voir la personne, soit on l'appelle, soit on lui envoie un message, soit on le met dans un gestionnaire de projet dans lequel on va poser la tâche de façon intelligente et constructive. Envoyer un mail, c'est un entre-deux. Il a été génial en 93-95 avec les premiers mails parce qu'on n'avait rien des autres outils et donc on a pris l'habitude de le faire comme ça. Désormais, à part dans des organisations extérieures, en interne, il n'y a aucune raison de l'envoyer. Quand je voyais des gens qui s'envoyaient des mails alors qu'ils étaient à 3 mètres, alors qu'il était plus simple en fait d'aller se voir, ou que au lieu de s'envoyer des mails, ils avaient un grand tableau blanc avec ce gestionnaire de projet où ils pouvaient poser les sujets. On s'aperçoit que soit dans la proximité, soit dans le cloud, il y avait beaucoup plus d'agilité et d'efficacité que dans l'envoi des mails. Or, quand on supprime les mails dans une entreprise, en fin de compte, on gagne de l'efficacité et de la sérénité et de la compréhension. Et enfin, dans le management des équipes, le télétravail amène des sujets qui sont en fait totalement abscons. Les collaborateurs doivent être au bureau ou chez eux, avec quoi on communique, comment on fait les réunions. Là aussi, il y a une capacité à tout changer. Je l'ai appris au quotidien avec les développeurs qui, depuis maintenant près de 20 ans, justement, bossent en télétravail, soit en vase clos ou au contraire en équipe pour acheminer toutes les lignes de code de façon la plus correcte possible. Ils ont développé avec le temps plein de méthodes qui permettent, à travers des mini-réunions, des points, des améliorations, un nouveau timing, une autre façon de s'organiser. J'ai repris toutes ces méthodes pour les simplifier pour avoir un langage moins techno. Des méthodes dites agiles. Exactement. Et de ceci, je les ai recombinées avec des choses extrêmement simples qui permettent à
à n'importe quel service, que ce soit au marketing, à la communication, à l'organisation, au RH ou autre, d'avoir une autre méthode d'organisation, méthode que je mets en place dans différentes entreprises et évidemment aussi dans mes propres structures, dans la fédération du prêt-à-porter. Donc ça, c'est sortir le hamster de la roue. C'est sortir de la roue du hamster. Ah merde, sortir de la roue du hamster. Qui est sorti le 24 avril et qui marche très bien, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, Fnac, Amazon, ainsi de suite. Bon, écoute, merci pour cette présentation. Merci pour ton parcours. Je crois que le contexte est un peu posé. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on donne des définitions. Fast fashion versus ultra fast fashion. Beaucoup de gens le savent, mais en fait, ils croient le savoir, mais on le sait pas trop. Comment tu peux finalement définir ces modèles? Alors, je vais tenter avec toi une nouvelle définition qui est une boîte de mode classique avec qui fait quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions, où on va avoir 15, 20, 30, 100 personnes dans la boîte. En fait, ce sont des ETI, ce sont des petites structures, des tailles à boîte, c'est des boîtes à taille humaine. Ouais. Voilà. On a après des structures du type Zara et H&M. En fait, c'est des véritables empires industriels, mais encore gérés avec des process, en fin de compte, qui sont encore très humains. Eh bien, avec Shein et Temu, on n'a que des boîtes de techno. C'est-à-dire, on n'a plus de structures massives, on a très peu de collaborateurs. Par contre, on a un nombre de serveurs hallucinant. Et ces trois sociétés n'ont aucun rapport. Parce que quand on est Zara, on a une qualité opérationnelle et industrielle qui est hors norme. Quand je suis Zara, je sors à peu près 100 nouvelles références par jour. H&M, c'est un peu plus, par exemple, autour de 300 en fait par jour. C'est l'ordre de grandeur, entre 100 et 100 centaines. Donc on voit que c'est une vraie boîte industrielle. Parce que sortir 100 nouvelles références, c'est aussi des stylistes qui ont travaillé sur ces références, c'est des inspirations qui peuvent avoir d'autres marques, c'est des process qui sont efficaces parce que c'est une nouvelle collection à peu près toutes les 3 semaines, c'est une armée de vendeurs dans toutes les différentes boutiques qu'on va avoir dans le monde, donc c'est des grands processus industriels. Donc c'est une très grande qualité opérationnelle pour pouvoir gérer aussi, comme toute industrie, justement ce volume. Sur toutes les boîtes plus petites, on a des boîtes qui sont très humaines, avec un vrai créatif, avec souvent un fondateur en fait qui est encore extrêmement présent. Tu peux donner des marques là. Alors je vais te citer par exemple Avnier. Avnier, c'est une société de mode qui est développée par Orelsan et qui va être gérée par sa DG qui est Myriam Ailo. Donc c'est une très belle structure qui est avant tout cette fois-ci pour des créatifs qui veulent s'habiller pour les backstage, qui veulent s'habiller en fait avec des vêtements qui vont pouvoir durer pour les concerts. Et donc on a quelque chose qui correspond à un style qui va être du côté du rap, du côté du pro et en même temps du plaisir. On peut avoir des sociétés comme Figare. Figare, c'est de la chemise qui permet en fait à des milliers d'hommes essentiellement, mais aussi désormais aussi de la femme, d'avoir des chemises de qualité et désormais plein d'autres produits de prêt-à-porter. Là, on va avoir une structure où il y a moins de 100 collaborateurs à peu près au total entre les boutiques aussi et le siège. Donc là, c'est des sociétés qui vont développer grosso modo par jour 3 à 10 nouvelles références, c'est-à-dire tous les ans. Vraiment, on va avoir maximum 2-3 000 en fait références pour les plus efficaces et pour les plus petites, grosso modo 200, 300, 400 références. Quand on a Shein et Temu, c'est 10 000 nouvelles références par jour. On va y arriver. Je veux juste qu'on soit bien clair. Les Figare & Co, c'est pas de la fast fashion. Non, du tout. C'est de la fashion. C'est entre la slow fashion et la fashion. Les Zara, H&M et consorts, c'est de la fast fashion, avec un processus industriel, des humains qui sont derrière la création et la création de valeur, de richesse, au travers des vêtements. Et là, on parle des plateformes type Shein, Temu. Et là, c'est une autre histoire. Et c'est ça, l'ultra fast fashion. Et ce n'est que des boîtes de tech. C'est-à-dire, on le sait. Comment ça fonctionne? C'est toi, tu le sais mieux que nous. Et j'ai bien envie, je le disais en introduction, on demand, c'est une notion qui est fondamentale, mais l'IA derrière est aussi quelque chose qui permet le fonctionnement de ces plateformes. Sans IA, il n'y a pas. Bien sûr. C'est pour ça que ce ne sont que des boîtes de tech. Je reprends. Le côté on demand existe dans toutes les entités. C'est-à-dire, il n'y a pas entre la petite société et la société industrielle qui est Zara. En fait, il y a aussi de la production à la demande qui existe. C'est-à-dire,
on imagine qu'il y a ce type de produit qui va fonctionner. La chemise, c'est très bien vendu et donc on va redévelopper des nouvelles productions de chemises à ce moment-là. Donc la production à la demande, elle se fait déjà sur toutes les entités. Il y a par contre une dimension artistique parce que à l'origine, il y a un instinct qui est il va falloir créer plutôt une chemise avec ce type de col, il va falloir créer cette nouvelle couleur et donc il y a un créatif qui a eu par sa sensibilité, une capacité inspirationnelle et un risque qu'il a pris de par cette sensibilité créative. Donc on a des personnes qui moulent la chemise parce que ils prennent des risques avec des créations, et après, tu as une qualité opérationnelle qui permet, à différents niveaux de volume, de pouvoir alimenter toutes les boutiques. Shein, ce n'est qu'une boîte de tech qui utilise la techno pour voler tout le monde. Parce que leur premier métier, c'est d'aspirer la créativité qui est développée par tous les autres. Ils sont tels des coucous qui, sur le nid, en fait, mettent leur nid, mettent leur œuf et détruisent, en fait, tout le reste de l'écosystème. Parce que tous les jours, ils aspirent le contenu qui peut exister sur les Instagram, sur les sites des marques, pour pouvoir se dire, est-ce qu'on peut les copier ou pas? Et après avoir aspiré ces créations, eux-mêmes, dans leurs entrepôts, ils ont des millions de références, de tissus, de produits, de fermeture éclair, ainsi de suite. Ils se disent, ah, telle chemise est en train de fonctionner. Est-ce qu'on a aussi le même tissu? Est-ce qu'on a aussi les mêmes boutons? Super, on le copie. Donc c'est pas de la production à la demande de la part de Shein, c'est du vol à l'étalage. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui est créé par nos entreprises, tous les jours, ils le copient. Comme ils ont avec l'IA la capacité soit de voler la photo directement qu'on a pris sur les réseaux, c'est-à-dire ils copie-collent directement la photo, soit de la reprendre et de la reproduire avec de l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas besoin non plus de réfléchir au shooting, ils ne prennent que ce qui a déjà été fabriqué aussi par les marques. Et ils font des micro-lots. C'est-à-dire, je crois que c'est une particularité aussi. Alors, oui, mais ces micro-lots, en fait, tu peux avoir des petits créateurs qui font aussi des micro-lots. Là, leur force, c'est de faire des micro-lots sur 10 000 nouvelles références. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tous les jours, je fais 10 000 nouvelles références et 10 000 micro-lots. Et ça permet, grâce à ça, de pouvoir se dire, j'ai pris 1 million de nouvelles références tous les jours, 10 000 fois 100. Et de ça, je vais me dire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Cette chemise n'a pas trop marché, j'en ai vendu par exemple que 20 sur les 100 que j'avais produits, je vais devoir me débarrasser que des 80. Par contre, ça a très bien marché. Donc je me dis, je ne peux en fabriquer 100, je vais en fabriquer 500, 5000 ou 100 000. Et grâce à ça, ils testent tous les jours tous les produits qui marchent et qui marchent pas. Ils reprennent la même efficacité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Quand toi et moi on met un contenu, c'est présenté tout de suite à un micro-lot de personnes qui est sur les flots. Donc, toi et moi, c'est ça. Ce contenu est examiné par 100, 200, 300 000 personnes. Ça dépend de ta communauté. Si ça marche, l'algo se dit, super, il y a du reach, il y a de la viralité. Je vais le présenter non plus à 100 personnes, mais à 1000. Si ça marche, je le présente à 10 000. Si ça marche, je le présente à 1 million de personnes. Et il fonctionne exactement de la même façon, mais cette fois-ci, avec des articles, avec du physique et non pas du contenu virtuel. Il y a une dimension qui est importante, c'est la façon avec laquelle ils font fabriquer les productions. C'est là encore de la digitalisation dans l'ubérisation des fournisseurs. Classiquement aussi, une marque de mode va plutôt essayer de travailler avec des fournisseurs qui ont des grandes usines, des grandes équipes, etc. Avec des contrats cadres. Voilà. Parce que j'ai fait faire tel produit, j'en ai fait fabriquer par exemple 2000, ça marche très bien, est-ce que tu peux m'en développer cette fois-ci 20 000? On demande à l'usine d'avoir plus de volume pour redévelopper les choses. Shein a un gros avantage, c'est qu'ils font que des fringues de merde. Donc de ce fait, il n'y a pas vraiment de modélisme et il n'y a pas vraiment de stylisme. Comment? Ils vendent des produits très peu chers, la qualité du produit qui sort, en fait, n'est pas très importante. Et ils ont le même fonctionnement qu'un Uber, où entre deux Uber, tu vas avoir une qualité de service qui va être très différente, mais toi, ton seul besoin, c'était d'un point A à un point B le moins cher possible. Ils ont la même gestion qui est, on va travailler avec des milliers de fournisseurs, et si ce produit a bien marché avec ces 100 unités qui ont été fabriquées, je vais demander à mes 1000 fournisseurs aussi de fabriquer ce tissu, aussi de fabriquer cette chemise, par exemple. Oui. Donc, leur force, c'est donc de voler des milliers de personnes, d'avoir des milliers
de tissus dans leurs entrepôts et de pouvoir se connecter à des milliers aussi de fournisseurs pour pouvoir fabriquer en continu et de façon très agile. Il y a un sujet sociétal sur les fabricants ou pas? Est-ce que on sait qui fabrique, dans quelles conditions c'est fabriqué? Alors ça, ils ont une contrainte évidemment de ce fait de ce volume, parce que quand tu travailles avec une grosse usine, tu envoies un agent qui va contrôler que les normes sont suivies. Donc, tu prends le cahier de qui travaille ici, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, quel est le rythme, etc. Donc, dans toutes les normes environnementales qu'on a pu mettre en place, évidemment sociales, on peut contrôler les choses. Quand tu travailles avec des milliers de fournisseurs, tu es dans une surpuissance quand tu es Chine, parce que ces petits fournisseurs n'ont aucune capacité de réactivité vis-à-vis de toi, de réaction, enfin de force vis-à-vis de toi. Donc tu peux leur imposer les rythmes que tu veux. Donc ça oblige à des gens de travailler à des rythmes. En fait, ils imposent pas, ils disent tu fais dans mes conditions, si tu peux pas, tant pis, tu travailles pas. Et puis je ferai avec un autre. Ouais. Donc ça, clairement, ça permet de diviser pour mieux régner. Le deuxième point, c'est que ça leur permet donc de gérer ces volumes avec des différences de qualité qui sont très fortes, mais avec une incapacité par contre à maîtriser véritablement la qualité des produits qui sortent, à la fois dans les relations sociales et à la fois dans la toxicité du produit. Chine l'a avoué eux-mêmes parce qu'ils disent on investit 10-15 000 euros à peu près tous les ans pour contrôler tous ces points-là. C'est 15 millions d'euros, je veux dire, pour contrôler tous ces produits. En fait, c'est simple. Contrôler un produit, ça coûte à peu près 150-200 euros. Donc, grosso modo, ils testent 10 000 produits par an. Or, 10 000 produits par an, c'est ce qu'ils produisent font un jour. Donc, tous les jours, ils testent le 1er janvier et tout le reste de l'année, ils espèrent. Donc, en fin de compte, ils testent rien du tout. Ils ne testent que 0,3% en fait de leur volume. Donc, c'est là où leur système en fait ne peut pas aboutir. Mais pour les choper sur la toxicité, c'est compliqué. Parce que comme il y a aussi 10 000 produits qui sortent, si nous-mêmes, on veut contrôler 10 000 produits, c'est quasiment impossible. Oui, bien sûr. Comment marche la supply? Parce que c'est une autre notion qui est fondamentale dans le modèle d'un Chine ou d'un Temu. Tu passes commande, le consommateur européen passe commande, français en l'occurrence, on est en France, sur le site ou l'app. Ça part où et comment c'est traité, comment c'est envoyé. On a entendu plein de chiffres sur tout ça. Alors, tu as 23 millions de Français qui sont connectés sur Chine. Donc, tu as quasiment toute la population en capacité d'acheter qui est sur Chine. Donc, en soi, c'est pas une marque d'ailleurs qui est pour les jeunes, c'est une marque qui est pour tous les Français. Et d'ailleurs, qu'on soit favorisé, pauvre, etc., tout le monde potentiellement peut acheter sur Chine désormais. Ils ont capté en fait toute la population française. Tu veux dire, ils ont réussi à faire entrer dans la tête des gens que cette plateforme est efficace et leur rend service. C'est ça? Et qu'ils doivent l'avoir sur leur application. Et un acheteur classique de Chine va aller 3 fois par jour sur le site sur l'application Chine. Donc, on a une addiction qui est assez proche de celle qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. On a, avec ces plateformes, chaque fois qu'il y a une commande, c'est envoyé en Chine. Donc, c'est produit justement là, directement, parce que dès qu'il y a une commande, on va regarder quel fournisseur va pouvoir fabriquer quel produit, où il y a ces zones tampons justement des 100 produits qui sont fabriqués. Et si le produit est déjà fabriqué, ils le mettent directement dans l'avion. C'est qui? Chine. C'est le petit fabricant, il l'a envoyé déjà à Chine dans un entrepôt. Il y a des systèmes d'intermédiation pour pouvoir gérer aussi ces volumes. Oui. Mais c'est une agilité de logistique chinoise qui est quand même en soi aussi admirable en termes d'organisation. Et il y a 600 avions qui tous les jours rebalance le tout vers la France et l'Europe. Donc les paquets, en fait, ils sont faits sur place avec l'étiquette, avec le nom, l'adresse, le code barre ou le QR code, et ça part dans l'avion. Exactement. Avec aussi des fausses informations, comme par exemple des faux chiffres d'affaires aussi qui sont marqués sur les colis. Faux chiffre d'affaires? Oui, parce que ça permet à Chine de déclarer à peine 10% de son chiffre d'affaires. Quand sur ton colis, il y a marqué 30 euros. Il y a 30 valeurs de valeur en fait sur le colis. En fait, ils n'en déclarent que 3. D'accord. Et pourquoi? Parce que ça leur permet de faire croire aussi qu'ils vont payer la TVA. C'est-à-dire, ils disent, regardez, on a payé la TVA sur 3 euros. Alors qu'en fait, ils auraient potentiellement sur 30. Donc, si tu vas sur le site de Chine, si tu te demandes ta facture, parfois ça va marcher, mais normalement, ça va pas marcher. Mais en termes de communication, ils disent, regardez, on a une boîte super, on n'est pas obligé de payer la TVA et pourtant on le fait. Ok.
Donc il y a une fraude fiscale qui est démente. C'est 800 millions qui est détourné tous les ans comme ça. Ok. Et est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de taxation sur les petits produits à moins de 150 € vient aussi rentrer en ligne de compte? Oui, parce que ça nous empêche d'avoir mis en place des systèmes organisationnels pour contrôler ceci. Parce que comme on ne fait pas payer la TVA sur ces petits colis, en fait, chaque fois qu'il rentre et qu'il y a marqué 3 € de valeur de colis, en fait, on regarde pas. Et enfin, en soi, on peut pas de toute façon regarder parce que il y a 150 colis à peu près par seconde qui rentrent en France et en Europe. Ouais, donne-nous le chiffre, c'est combien de colis qui arrivent chaque jour en France ou par an, ou je sais pas comment Pour donner des ordres d'idées, Chine, ça doit être à peu près, parce que ça augmente tellement vite que les chiffres sont souvent supérieurs à ceux que je peux déjà donner. Mais c'est à peu près 3 milliards en France. Un produit, c'est à peu près 10 €. Donc, c'est déjà 300 millions de vêtements en France versus à peu près 3 milliards de vêtements qui sont vendus. Donc, Chine, c'est presque déjà 10% du volume de vêtements qui sont vendus en France. Justement, parlons de la France. C'est quoi l'état du marché français? Il est le marché de la mode, de l'habillement en France, c'est pas n'importe quel pays, la France. On est quand même un marché où on a beaucoup de marques nationales. Il y a peu de pays au monde où on a autant de marques. On a des distributeurs, on a une culture autour de la fashion. On entend beaucoup de choses sur l'état du marché. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vais répondre sur le marché français, évidemment, mais je fais un pas de recul sur l'Europe. Oui. Parce que l'Europe, c'est de H&M à Zara ou Mango, donc des pays du Nord aux pays du Sud, aussi une capacité à avoir des marques européennes extrêmement fortes. Et je pourrais évidemment, malheureusement, Zara, disons-le, c'est Primark en Irlande aussi de la même façon. Zara, Inditex, c'est la holding, c'est le leader mondial du prêt-à-porter. On a aussi dans le luxe des sociétés comme Gucci, qui est une société italienne évidemment tenue par la France à travers le groupe Kering, évidemment des splendeurs comme Chanel ou LVMH ou encore Hermès. Donc que ce soit de en bas à en haut, en fait on a une capacité sur le territoire européen d'être vraiment les leaders dans le secteur de la mode. De façon très générale, je parle justement de la fast fashion en finissant par le luxe. Et en France, on a aussi en plus une autre particularité qui est dans tout ce qui était marque de moyenne gamme. Donc, c'était par exemple les Camaïeu d'un côté ou encore les Naf Naf de l'autre. Avoir aussi des marques qui étaient très bien développées, souvent développées par deux gros tissus. Le premier, c'est le Nord, avec tous les géants qu'on peut avoir dans le Nord qui sont les Promode, qui sont les Kiabi. Et après, à Paris, qui venaient historiquement plutôt du Sentier. Sachant qu'on a aussi, par exemple, dans l'Ouest, avec des Gémeaux, des RAM, là aussi, en fait, des très belles sociétés qui se sont développées il y a aussi des années et qui existent encore, qui sont encore très forts. Et des beaux manoirs aussi, bien sûr, à Saint-Malo. Donc, on a en France une capacité à gérer ce moyen de gamme de façon extrêmement forte et on est leader aussi dans le monde, justement, en fait, sur ce niveau. Or, ce niveau se fait mécaniquement détruire depuis maintenant à peu près 15-25 ans, mais à petit feu, et maintenant il y a une accélération avec Chine et Temu, parce que de par le développement des réseaux sociaux, les gens soit ont cherché de l'image et donc ont plutôt cherché des marques premium, d'où le développement évidemment des marques comme Sandro Mage ou Claudie Pierlot, ou encore comme Bache, ou encore comme Saint-James, ou encore évidemment comme Cézanne. Le luxe qui s'est développé très fortement, mais avant tout grâce à l'international, parce que en 2000, il n'y avait que 1% de la population mondiale qui pouvait acheter du luxe. Désormais, c'est 10% de la population mondiale qui peut acheter du luxe. Donc, le marché a décuplé en l'espace de 25 ans. Et en bas, il y a une classe moyenne qui, pour partie, s'est fait déclasser, qui justement se fait cannibaliser de par aussi l'ubérisation de la société, qui descend en gamme. On sent les contraintes de pouvoir d'achat et qui recherche encore plus le prix. Prix qui est encore plus concurrencé justement par la digitalisation, parce que la digitalisation permet à tout le monde de voir instantanément les prix. Donc on est désormais dans des économies où il y a encore 25 ans, pour pouvoir comparer les prix entre deux marques, c'était complexe. Il fallait se déplacer dans une infinité de marques au même instant. C'était à l'époque impossible. Désormais, avec le digital, on peut comparer des dizaines de marques, des dizaines de lieux, des dizaines de produits en l'espace de quelques secondes à peine. Donc de ce fait, la concurrence sur les prix est encore plus importante. Comme il y a plus de concurrence, il y a aussi plus de marques discount qui se sont développées. Et c'est là où se sont engouffrés des Shein et Temu depuis maintenant 5 à 10 ans. Ok, ça c'est le panorama sur l'Europe, focus sur la France. Le marché français, il est en croissance,
Il est en Alors, mutation. Comment se alors, comporte le physique versus le digital? Alors, le nombre de vêtements, c'est largement développé. C'est-à-dire, en l'espace de 3 ans à peu près, on a 20% de vêtements en plus qui ont été achetés en France. Ça, c'est clairement dû à ces plateformes asiatiques qui ont permis, sur à peu près un même chiffre d'affaires, d'avoir beaucoup plus de produits qui sont vendus. On a eu plein de crises, donc en fait, c'est le comparable est toujours complexe, mais on vend moins maintenant en valeur qu'en 2019, par exemple. Donc on a un marché en fait qui a baissé en valeur. A baissé. Et en plus très fortement concurrencé évidemment par l'ultra fast fashion, mais en partie concurrencé aussi par le luxe, parce que quand j'achète un produit à 800 €, en soi j'ai quand même dépensé une grosse partie en fait de mon portefeuille. On voit la jeune population achète désormais, en fait les jeunes générations achètent désormais beaucoup plus de luxe qu'avant. On peut retrouver dans des lycées parisiens des produits qui vont être extrêmement chers, alors qu'il y a 30 ans, personne quasiment en fait n'aurait acheté en fait ce type de produit. Ce qui amène cette concurrence très forte justement sur toutes les marques moyen de gamme, qui bon an mal an se transforment, se digitalisent, améliorent leur process, ainsi de suite, mais qui ont cette double concurrence et du premium en partie, mais surtout du discount. Résultat, on voit désormais depuis maintenant 4 ans une disparition de ces marques moyenne gamme. Ça a été Camaïeu, Pinky, Minelli, Naf Naf, Koukaï, Carole, en fait, et tout le monde, soit en fait c'est redéveloppé, a été racheté, mais toujours sur un périmètre inférieur, soit c'est transformé comme Jennifer, là, il y a la semaine dernière. Soit Promode, par exemple, qui s'est extraordinairement en fait transformé en devenant une marque extrêmement durable avec moins de collections, plus de proximité client, une nouvelle expérience. Mais entre les deux, ils ont fermé la moitié de leur boutique, avant tout l'international. Et comme tu le disais, des drames comme par exemple Jennifer, où là la boîte en fait est finie et il y a à peine 20% de la société qui est récupérée par le groupe Beaumanoir et c'est lui aussi, mais surtout pour des boutiques. C'est surtout pour des boutiques. Mais dans ces transformations et ces mutations du marché, il y a quand même une notion qui est importante à évoquer, c'est celle de la seconde vie des produits, des plateformes de seconde main comme Vinted, Le Bon Coin, qui viennent aussi challenger un peu le marché et offrir des alternatives à des produits neufs, peut-être chers. Tu parles des premium, mais le premium, on peut pas toujours se le payer neuf, mais peut-être qu'on peut se le payer d'occasion. Entre cette nouvelle façon de consommer et les plateformes d'ultra fast fashion, il est vrai que les produits neufs milieu de gamme se retrouvent pris en étau. Alors, c'est une analyse, je pense, pour l'instant, qui est faite de façon incorrecte, et c'est une de mes grandes missions ces prochains mois, en fait, de recréer justement une nouvelle vision, je pense, sur cela. Je vais te donner un parallèle qui est celui de la construction de voitures et la consommation justement des voitures neuves. En France, le marché de l'occasion est plus important que le marché, en fait, du neuf pour l'achat des voitures. Et on s'aperçoit, c'est plutôt les retraités qui vont acheter des voitures neuves, puis ils vont les utiliser pendant un certain temps, et après, c'est les personnes qui ont moins de pouvoir d'achat qui vont racheter à ces retraités les différentes voitures. Eh bien, on a créé un système au niveau des voitures, en fait, qui tient depuis maintenant à peu près 30 ans, avec ce système d'occasion, en fait, aussi qui existe. Donc, on voit qu'il y a des marchés où la seconde main, en fait, est extrêmement fort. Et dans le marché de l'automobile, ce système de cannibalisation, en fait, n'est pas vu, en fait, clairement. C'est juste, en fait, un système qui a été mis en place depuis maintenant des années et qui s'autogère de façon assez intéressante. C'est l'arrivée du numérique, pas du numérique, je veux dire de l'électrique, qui, en fait, complexifie désormais, en fait, ce type de marché. Sur les vêtements, il y a aussi un marché pour les constructeurs automobiles, B2B, avec les flottes, qui est hyper important. Ça, le nombre de voitures vendues en leasing ou pour les leasers ou les flottes automobiles professionnelles, il est très très conséquent. Et que tu retrouves aussi dans les loueurs de voitures. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre ce système pour pouvoir mettre les métaphores adéquates justement dans le secteur de la mode. La seconde main, pour moi, est le meilleur moyen pour contribuer à une tendance qui est l'accélération du monde et la rotation des produits. Je m'explique. Notre plaisir, il est double. Notre plaisir, il est de trouver des vêtements qui nous vont bien, mais aussi de pouvoir changer de tenue régulièrement. Et c'est vrai que tous les jours, porter une chemise blanche, c'est sympa le lundi,
Mais quand on l'a fait toute la semaine, il n'y a pas une grande originalité en fait dans le plaisir qu'on a pu avoir à s'habiller. Alors que si tous les jours je varie les couleurs, les formes, etc., je m'amuse avec mon corps, avec mon image, à pouvoir la travailler et apporter aussi du plaisir à la fois à moi, mais aussi aux autres à travers les différentes tenues que j'ai pu avoir. Dans ça, on a 2 choix. Le choix soit de n'acheter que du neuf, et là il y a 2 contraintes, une contrainte de portefeuille, une contrainte de taille d'armoire. Donc à un moment, mon armoire ne tient plus tout ça, et donc je dois jeter. Et de portefeuille, plus j'ai dépensé, et moins j'ai d'argent. Donc je m'auto-limite dans tout ça. C'est ce qui a fonctionné pendant des années. Et donc il y avait de temps en temps une Pretty Woman qui justement dans un film en fait faisait des grands trucs, mais c'était un plaisir hallucinant que de pouvoir acheter d'un seul coup beaucoup de vêtements. Les achats restaient quand même dans quelque chose de très raisonnable en fin de compte. Avec le développement de la fast fashion, ça amène un prix qui est tellement faible que la contrainte du portefeuille n'existe plus. Donc je peux acheter autant de vêtements que je veux, quel que soit mon portefeuille. Parce que même quand je suis pauvre, en fait, j'ai l'impression que je peux dépenser du 3 € à l'infini. C'est évidemment faux, et ça appauvrit ces gens qui se sentent obligés d'acheter ces vêtements. C'est-à-dire, au lieu de laver leurs vêtements, ce qui évidemment leur coûte peu cher, ils se sentent obligés d'en acheter de nouveaux. De l'autre côté, comme l'armoire a forcément une taille limitée, ça amène 2 choses. Soit à jeter des vêtements à profusion, soit, et j'ai pu le voir dans des reportages, de tomber chez des personnes qui sont envahies par des vêtements et qui ne savent plus quoi faire de leurs vêtements qu'on retrouve dans le salon et n'importe quoi. Parce que un syndrome de Diogène pour les vêtements. C'est ça. Et je le comprends parce que jeter un vêtement est un acte en fait assez compliqué parce que émotionnellement, en fin de compte, on s'attache assez souvent à ces produits. Eh bien, le but de la seconde main, c'est retrouver justement l'avantage à la fois du portefeuille et de l'armoire, parce que si je revends autant que j'achète, en fait, mon armoire reste à peu près la même. Par contre, j'ai une rotation de produits qui est très importante. Et au niveau de mon portefeuille, ça me coûte peu cher parce que ça reste un vêtement qui va coûter à peu près le tiers du prix neuf. Donc aussi, là, je vais avoir un coût en fait qui est relativement faible. D'autant plus que si je le revends, une fois que j'ai une entrée, j'ai aussi une sortie et ça peut être quasiment un jeu à somme nulle. Là, pour rebondir sur ce que tu dis, le problème, c'est que les vêtements de merde, pour reprendre ton expression, qui sont achetés sur... Ce n'est pas une marque. Hein. Non, sur Shein, ils se revendent sur les plateformes d'occasion. Il y a des gens qui rachètent des produits d'occasion de mauvaise qualité. Alors, t'as 2 comportements. T'as un comportement, ça ne vaut rien. Et donc, l'effort que je veux faire pour le revendre, en fait, ne vaut pas le coup. Donc, je jette. Et là, on voit comment, dans tous les containers de collecte, etc., il y a une explosion de tous ces volumes. Et comme désormais, on n'a plus le droit de détruire ces vêtements, on doit être obligé de construire des entrepôts pour les stocker, ce qui n'a aucun sens. Parce qu'en fait, grosso modo... on n'a plus le droit. Parce que c'est la loi AGEC qui interdit justement de brûler les vêtements et de s'en débarrasser. On doit avoir une filière qui doit gérer justement ces volumes d'invendus. D'où la filière qu'on a créée. Pour les transformer. Alors, la transformation est en train de se faire, par exemple, avec une société qui s'appelle Losange, qui fait de l'upcycling, donc qui reprend ses vêtements et qui permet de les transformer, ou c'est plutôt, en fait, de l'export qu'on met en place. Pendant des années, on l'a envoyé en Afrique, ce qui est désormais plus complexe, parce que de leur côté, ils disent, vous êtes en train de nous envoyer des vêtements en plastique, en polyester, donc on n'en a pas forcément besoin. Ou pire que ça, on peut l'avoir directement neuf, parce que Shein leur envoie directement aussi tous ces produits. Comme eux aussi, ils ont des invendus, ces invendus, en fait, ils les envoient directement en Afrique pour tuer aussi le marché. D'accord. Donc, on a un marché en ce moment qui est en train de se transformer. Je vais reprendre ta question. C'était sur, en fait, les vêtements Shein. Dans quelle mesure on peut les revendre sur les plateformes de seconde main? Soit les gens s'en débarrassent en vêtements jetables, soit, et c'est le cas par exemple des très jeunes, 1 € quand on est jeune, en fait, c'est beaucoup d'argent. Mmh. Et l'avantage du jeune, c'est qu'il a beaucoup de temps. Donc de son côté, avoir le produit, refaire la photo, le remettre sur Vinted et essayer de le revendre, il peut le faire. Mais ça reste en fait du micro-marché, du micro-troc dans des mini-populations aussi. Donc c'est un volume qui existe et qui n'est en fin de compte presque que positif dans ce sens où au moins le produit n'est pas fabriqué, au moins ça permet à quelqu'un d'avoir un nouveau vêtement. La consommation en fait d'énergie a été relativement faible, donc ça permet de se faire plaisir à peu de frais. Voilà. Le seul souci, c'est que comme il y a de plus en plus de vêtements, de toute façon, entre acheter un t-shirt à 3 € neuf ou l'acheter d'occasion à 1 €, à la limite, je vais encore le prendre à 3 €. Le coût marginal, en fait, est pas très important. Ok, revenons, tu parlais de la loi AGEC.
Justement sur les notions réglementaires, là on vient le Sénat vient de valider, de voter la loi dite anti-fast fashion. Elle doit passer en commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission qui va réunir à la fois des députés et des sénateurs avant qu'elle soit promulguée. C'est comme ça que ça fonctionne. La promulgation qui devrait intervenir avant la fin de l'année. C'est les informations que j'ai cru comprendre. En fait, tu as deux scénarios. Tu as un premier scénario qui on passe en commission tout de suite pour pouvoir voter la loi. Et après, on la fait valider à l'Europe pour se dire, en fait, c'est dans le bon cadre ou pas. Ou on la présente à l'Europe, on attend 3-4 mois. Et en fonction de ces 3-4 mois, et des recommandations de l'Europe, on se dit, en commission paritaire, il faudra la faire plutôt comme ça ou comme ça. C'est plutôt le scénario imaginé par le gouvernement. Il a beaucoup de sens. Il n'a qu'un petit écueil, c'est s'il y avait un gouvernement qui sautait en septembre-octobre. Parce que budget, parce que censure. Et si censure, un nouveau gouvernement. Et là, parce que la loi elle est passée en première lecture il y a déjà un an, plus d'un an, en mars 2024 si je dis pas de bêtises. Elle est arrivée au Sénat que maintenant. Donc déjà on a. Et nouveau gouvernement, et ça prendra du temps. Tu peux nous dire en quoi cette loi... Mais ce scénario, il est totalement fictif. J'ai bien compris. Bien se passer, Enfin, ou mal se passer. D'ailleurs, c'est pas mon sujet de. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques cette loi, ce qu'elle vient changer, pourquoi finalement c'est déjà une victoire. On entend dire qu'elle est à réduit. Il y a des détracteurs autour de cette loi, dont la porteuse du projet, qui aurait aimé qu'elle soit plus large, la députée Horizon, qui voulait inclure la fast fashion et qui semble l'exclure. Tu peux nous donner des éléments de contexte pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? C'est d'autant plus important à expliquer qu'il y a eu en fait beaucoup de versions et que la nouvelle version est en fin de compte assez proche de la première version. Donc la base, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi révolutionnaire à plusieurs titres qui a été votée. La première, c'est donc une loi qui régit l'intelligence artificielle. Pour reprendre le début de notre conversation, on dit « Vous êtes une marque d'ultra fast fashion parce que vous faites tant de milliers de nouvelles références par jour. » Or, ces nouvelles références ne peuvent se faire qu'avec de l'IA. Donc, en fin de compte, c'est une loi qui dit « Est-ce que vous êtes une boîte d'IA ou pas ?» à travers le nombre de références qui est développé. Le Sénat a apporté une certaine vision qui est « Est-ce que vous faites aussi de la réparation ?» Point qui est très intéressant parce que pour valider la qualité d'un produit, il suffit de le réparer. Quand j'ai une chemise, que j'ai un pull et que le bouton a sauté, c'est en réparant le bouton que je vois que la maille est bonne, que je vois que le tissu est bon. Donc la réparation est une clé claire et simple pour retrouver la qualité des produits qui malheureusement a diminué année après année, en grande partie grâce à Chine et Temu. Le deuxième point, c'est que c'est une loi qui peut potentiellement interdire de publicité toutes ces marques. Pour l'instant, les seules marques véritablement qui sont interdites de publicité, l'alcool, le tabac, donc ce qui touche notre santé. Là, c'est à la fois notre santé de par la toxicité d'un certain nombre de produits, mais c'est avant tout dangereux pour la planète. Donc c'est pour la santé de nos enfants avant tout qu'on agit, mais autant notre santé perso on y touche, la santé de nos enfants, pour l'instant, c'est pas dans le périmètre politique et économique véritablement de façon aussi claire, du moins sur l'interdiction de la publicité. Et donc ça serait la première vraie loi qui interdirait de publicité ces produits qui sont dangereux pour la planète. Or ça, avec l'Europe, ça peut potentiellement être anticonstitutionnel pour la liberté d'entreprendre. Parce que interdire de publicité, c'est interdire d'un certain nombre de marques de se développer, donc c'est interdire l'entrepreneuriat aussi. Donc là, est-ce que ça va passer ou pas au niveau de l'Europe? À nous, Français, parce qu'on a voté cette loi à l'unanimité, d'imposer à l'Europe aussi cette nouvelle vision. Donc il va y avoir une grosse influence, j'espère en fait, à la fois des parlementaires européens, évidemment en fait des professionnels comme moi et tous les dirigeants de marque, pour aller au niveau européen pour dire vous devez mettre en place la vision française. Et donc je pense que la fierté française doit être plus que jamais la nôtre, à la fois dans avoir la capacité de vision du danger de Chine et de Temu, et aussi dans notre capacité à pouvoir réagir et insuffler ce changement à tous les autres pays européens. Au niveau européen, tu sens qu'il y a une oreille attentive par rapport aux propositions françaises. Est-ce qu'on est véritablement le pays le plus en avance sur ces questions-là? On est vraiment en avance, mais je crois seulement de quelques mois. C'est-à-dire, on a des sociétés qui sont sur une telle croissance que avoir un an d'avance, c'est avoir une avance sur les 100% de croissance qu'ils ont fait entre les deux. Donc c'est une avance qui se compte en milliards d'euros de chiffre d'affaires de Temu et Chine.
Or, la France, de par sa structuration et aussi ses marques moyennes gamme qui ont été touchées, et peut-être aussi de la part, en fait, du lobby, en fait, que moi, Pierre-François Lalouette, donc le président de l'UFIM, et d'autres leaders, comme par exemple Julia Faure, Maud Sarda, Victoire Sato, Raphaël Glucksmann et beaucoup d'autres, je crois qu'on a réussi à informer mieux la population française que ce qu'on a pu voir dans d'autres pays européens. C'est-à-dire, je cherche des Yann Rivoilan, des Julia Faure ou des Pierre-François en Allemagne, en Italie, en Irlande ou autre, et je les trouve pas. On a vraiment porté le sujet. Et en Italie, on pourrait s'attendre à en trouver, puisque la mode, c'est quand même quelque chose d'important aussi en Italie. C'est pas les mêmes organisations. C'est pas les mêmes structurations, c'est pas la même vision de la digitalisation. Comment les enjeux liés à l'inondation des marchés européens par Chine Temu est perçu par les institutions européennes, je sais pas, les commissaires européens qui voient ça? Alors, ils sont, je pense, extrêmement agacés parce que ils voient à la fois comment on utilise tous nos biais, les biais de l'Europe, sur par exemple les Minimi, mais sur aussi la gestion de la data. On voit que la data, par exemple, propare en Chine, alors que normalement, elle devrait rester en Europe de par la DSA, une directive justement sur la numérisation, pour faire simple. On a Digital Services Act. Exactement. On a donc de la part de l'Europe la volonté de pouvoir réagir. La seule souci est toujours le même, c'est que réagir vite en Europe, c'est compliqué. On reste 27. Il faut avoir des votes, plutôt l'unanimité, etc. Donc, en fait, il faut beaucoup parlementer pour pouvoir agir. Mais le danger, il est quand même très fort, et pour toutes les sociétés européennes. H&M, Zara, y compris le luxe, à travers la contrefaçon, par exemple, qui aussi se développe considérablement par le biais de TikTok, et justement les dupes qui correspondent, montrent que tous les secteurs, en fait, doivent agir, évidemment dans la mode, mais aussi dans la déco, mais aussi dans la pharmacie, mais aussi dans la beauté, et ainsi de suite. C'est-à-dire, grosso modo, dans tous les produits qui peuvent se transporter. Et cette prise de conscience, est-ce qu'elle s'accélère avec la guerre commerciale déclenchée par Trump, puisque finalement, lui vient mettre en place des barrières protectionnistes avec ses tarifs, entre guillemets, tout le monde dit, oui, mais du coup, la Chine va venir déverser des tombereaux de produits sur les marchés européens qui n'ont pas les mêmes protections. Et en fait, là, tu vas parler au futur. En fait, on pourrait parler maintenant au passé parce que on voit comment depuis début mai, donc depuis la mise en place de ces tarifs, bien, tu as une augmentation de la publicité qui est démente de la part de Chine et Temu, où les coûts d'acquisition de toutes les marques françaises ont explosé. C'est-à-dire que je sois Kiabi, que je sois Tara Jarmon, que je sois des petites marques. Jules, Célio, tout le monde, en fait, a des coûts d'acquisition qui ont monté de 15, 20, 25, 50%. Depuis mai. Oui. Parce que on a un système d'enchères sur Google, sur Meta, ainsi de suite. Donc, quand il y en a un qui déverse un pognon de maboule, justement pour faire de la publicité, mécaniquement, pour tous les autres, ça augmente. Et en plus, ils perdent des clients. Cette loi française, là, pour revenir sur la loi, qu'est-ce qu'elle peut amener comme protection en dehors de l'interdiction de la pub? Et je reviens justement sur le deuxième article. On arrêterait de faire de la pub, là. Dans la version de l'Assemblée nationale, il y avait quelque chose de très simple et très clair qui avait été mis en place. Ce point était, il y a un affichage environnemental. Avec cet affichage environnemental, on va être capable de mettre un système de bonus et de malus. J'ai une mauvaise note à l'affichage environnemental, je paye un bonus de 5 €. J'ai une bonne note et je vais directement ou indirectement toucher un bonus justement sur chacun de mes produits. Chine remplit évidemment très mal l'affichage environnemental et donc ça faisait sur les 300 millions de vêtements produits par Chine un malus de 5 €. Malus de 5 € qui permettait de récupérer 1,5 milliard qui permettait à la fois d'accompagner les marques durables, donc de donner du pouvoir d'achat aux Français, de développer un système de recyclage plus ambitieux, d'avoir une autre vision, par exemple, de l'analyse des produits et de leur toxicité. Donc, ça, c'est une masse considérablement d'argent, justement, pour faire progresser la mode, à la fois pour la planète et en même temps pour le consommateur. Ceci a dû être en partie transformé au Sénat, où, sans rentrer dans les détails, on pouvait pas mettre l'affichage environnemental parce que l'affichage environnemental est quelque chose de volontaire. Or, un système de bonus-malus, pas montré que de facto, il devenait obligatoire.
Donc, on a dû jouer en fait en partie sur cela pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on met les mêmes critères que l'affichage environnemental sans le nommer pour que la loi note les produits de bonus-malus sans citer l'affichage environnemental. Donc, on a reparlé du taux de réparation, de la provenance des produits, ainsi de suite, en fait, d'un certain nombre de critères qui correspondent à l'affichage environnemental pour réinstaurer le système de bonus-malus. L'idée, c'est d'essayer de transposer pour le coup une loi nationale au niveau européen et pas l'inverse, c'est ça ? C'est ça. Et il y a une volonté gouvernementale d'accompagner cette proposition au niveau européen où c'est chacun des intervenants, des lobbyistes, des gens comme toi qui vont essayer de motiver les institutions européennes. Ça va se faire à 3 niveaux, évidemment le gouvernement. Et je pense que très sincèrement, en fait, des ministres comme Madame la ministre Véronique Louwagie, Agnès Pannier-Runacher, etc., veulent en effet qu'au niveau européen, ça passe. Donc il y a une vraie volonté de leur part et de la part des équipes d'aller dans ce registre. C'est des sujets sur lesquels on a aussi informé Matignon au ministère de l'économie pour que aussi il soit très actif aussi sur ce sujet. Il y a évidemment, en fait, toutes les organisations comme la mienne qui doivent y aller. Là, j'ai prévu ces prochains jours d'aller à nouveau à l'Europe et de trouver tous les alliés des députés européens ou autres qui vont être capables de pouvoir porter en fait ce sujet et d'être actifs, évidemment, avec quel que soit leur parti, être actifs, évidemment, sur ce sujet. Et enfin, c'est, je pense, aussi le rôle des dirigeants d'entreprise d'aller aussi au niveau européen pour pouvoir défendre cette loi qui, justement, pour moi, est une véritable arme à la fois pour leur permettre de se transformer et surtout pour se défendre de ces géants qui nous cannibalisent. Ces géants, ils sont, ces Chine et consorts, ils sont aussi là avec leurs moyens de lobbying. Hier, tu nous as partagé justement sur les réseaux une intervention avec l'un d'entre eux, le plus connu, c'est Castaner qui travaille pour Chine. Ils vont se battre comme des chiens pour... Sachant qu'ils ont déjà acheté aussi un commissaire européen, donc oui. Ouais. Là, vous allez retrouver la lutte nationale au niveau européen avec des moyens encore décuplés ou pas ? Je pense qu'ils n'ont aucune limite. Ils n'ont aucune limite, mais est-ce que vous avez la possibilité finalement de vous associer à d'autres lobbyistes européens dans d'autres pays, même si tu vois qu'il n'y a pas le même répondant qu'en France, pour essayer de faire un... Alors, je pense... qu'on peut gagner ce type de victoire en étant pas si nombreux que ça. C'est-à-dire, en fait, je vais reprendre ma phrase. Je pense qu'il faut mobiliser une grande partie de la population pour permettre de comprendre aux politiques que ce sujet est important en fait pour leurs électeurs, pour la population et pour le futur. Donc, les réseaux sociaux sont indispensables pour pouvoir le faire. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que ce que je fais bien sur LinkedIn, potentiellement, peut être très bien vu aussi sur toutes les autres plateformes. Parce que la traduction en fait de mes textes en français en fait se fait assez bien en fait dans toutes les langues européennes. Donc le sujet, il est de trouver éventuellement d'autres héros dans d'autres pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., qui vont être capables de porter ce même propos. Donc je cherche évidemment d'autres personnes qui, comme moi, vont être capables de pouvoir le faire. Deuxièmement, il y a des organismes qui sont peu connus comme Euratex, qui regroupent les intérêts d'un certain nombre de marques et de la filière textile. Donc grâce à Euratex, on va aussi avoir cette voie supplémentaire au niveau européen. Et enfin, à nous aussi de permettre dans les médias européens d'avoir une voix aussi qui est plus importante. J'ai eu la chance d'être interrogé par Euronews il y a pas très longtemps, mais aussi par Die Zeit ou par des journaux italiens, espagnols, ainsi de suite. Donc de toute façon, l'Europe déjà nous regarde. Et donc je pense qu'on va avoir cette capacité d'influence aussi qu'on va pouvoir mettre en place en fait sur tous les pays européens. Écoute Yann, merci beaucoup pour cet échange. Tu veux nous donner un dernier mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est je vais reprendre une erreur souvent qu'on peut avoir et que je vois assez régulièrement en fait dans les points, c'est que on dit le consommateur est responsable. En fait, on a tous une responsabilité évidemment dans tous les actes qu'on peut avoir au quotidien, mais on est face à des personnes qui savent gérer nos addictions. Donc, quand en face de nous, on a des personnes qui détruisent notre santé avec la cigarette, eh bien, on dit pas les personnes qui fument ont un cancer et en fait, ils sont responsables. On a à accompagner
par une politique sociale et tarifaire, l'impossibilité de pouvoir fumer autant que l'être humain malheureusement peut le faire. Et donc on a mis en place des augmentations de tarifs, des informations, un contrôle de la distribution. Eh bien avec Shein, on a beaucoup de parallèles parce que de par leurs réseaux sociaux, de par la destruction sociale, de par la destruction environnementale, ils ont mis en place un certain nombre de règles qui obligent les gens à rentrer dans cette addiction. Donc les gens qui achètent chez Shein ne sont pas responsables. Ils sont pas responsables directement de leurs actions. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de faire entrer autant de produits toxiques, de laisser des prix illégaux, de laisser cette distribution totalement anarchique. Donc c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de nos institutions de réguler justement ce type de consommation. Donc il y a un premier point, une première erreur qui dit c'est le marché et les gens sont responsables. Et la deuxième, c'est de comprendre qu'on est dans un moment pivot qui va au-delà justement simplement du marché et de la guerre entre les entreprises. On a aussi un combat entre des continents, donc c'est aussi l'Europe vis-à-vis de la Chine et que la Chine fait un soft power qui en soit extrêmement puissant entre TikTok d'un côté, Chine et Temu de l'autre, pour aussi prendre nos datas, prendre nos habitudes de consommation et changer aussi notre façon de fonctionner. C'est du soft power, c'est une capacité de nous transformer sans que ça se voit, ça peut leur coûter une fortune, ça fait partie de leur budget. Donc à nous aussi de comprendre qu'on doit se défendre par rapport à cela. Ce n'est pas une dimension de business, c'est avant tout une dimension étatique et de civilisation. Et donc on doit aussi comprendre la digitalisation, ces conflits qui peuvent exister entre les différents continents pour comprendre que peut-être que l'avenir en effet, c'est avec moins de produits jetables qu'on sera aussi heureux, mais au moins on sera autonome et souverain dans notre pays. Merci Yann. J'adore ce mot de la fin. Merci pour cet échange de qualité. Merci pour l'éclairage que tu nous as apporté sur un sujet qui est hautement stratégique et qui dépasse de loin juste le textile. Tu viens de l'ouvrir en fait sur les sujets de géopolitique. Et puis tu nous as bien montré finalement que la réponse était pour être complète, se devait d'être européenne. Et c'est bien quelque chose auquel je crois. Écoute, si on veut rentrer en contact avec toi, je pense que LinkedIn, c'est le mieux. C'est le mieux. Bon, merci encore Yann, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.